Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Je suis accompagné de Guy Barrette. Hey Mario, comment vas-tu? Je vais bien. Même le petit rouble là, est-ce qu'il s'en va? Ben, comme je Il t'expliquais colle, un peu hein, plus il tôt, colle. il colle. Ça fait une couple de semaines. Je me retrouve toujours à tousser de temps en temps. J'espère pas trop tousser pendant cet enregistrement. Mais je continue à dire que ce n'est pas la H1N1 parce que j'ai jamais fait de fièvre. C'est un rhume qui colle. Hey, on a semaines. eu deux événements intéressants à Montréal cette semaine. Oui. On a eu notre premier samedi.net avec le thème étant coder une application d'affaires avec Silverlight. On avait 160 personnes. 160 personnes. Moi, j'étais dans la salle qui ont eu chaud. Ouais, il faisait très chaud parce que on a découvert que le week-end, la climatisation était fermée à l'UQAM et que les gens qui s'en occupent ne travaillent pas. Ce qui est le cas dans à peu près la majorité des bâtisses. Qui n'a pas rentré travailler un samedi pour découvrir que, il n'y a pas de ventilation dans le bureau le samedi. Donc là, tu t'arranges après ça pour travailler remote à la maison. Il faisait chaud, comme on dit, mais par contre, les gens, là, ont resté jusqu'à la fin, là, même avec cette chaleur-là. C'était vraiment une journée intéressante. Cinq conférenciers. Donc, moi, j'ai couvert Sketchflow et Expression Design. Et puis... Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques échos là, de personnes que j'ai rencontrées depuis samedi. Puis les gens apprécient. En tout cas, dans l'ensemble, je pense que c'est une journée formatrice. Et puis c'est plaisant pour le monde. En quelques heures, ils voient ce qu'ils envoient sur Silverlight. Ils peuvent se faire une tête, dire OK, ça fonctionne comme ça. Et ça leur donne aussi un aperçu de ce que va ressembler leur environnement de programmation dans quelques années. Ouais, en fait, oui. Le but, c'était pas de devenir expert à la fin de la journée, là. C'était juste de parcourir les outils, là, puis donner des pistes, là, aux gens. Parce que beaucoup de monde vont devoir, dans les prochains mois, commencer à faire du Silverlight parce que les projets commencent à apparaître. Puis, Ouais, absolument. Et toi, de ton côté, tu as participé à un événement hier? Oui, je fais partie du comité organisateur pour l'Agile Tour, qui est un événement qui a lieu dans le mois d'octobre dans presque une cinquantaine de villes à travers la planète. Beaucoup de villes en Europe, aux États-Unis, 3 villes au Canada, Montréal, Toronto et Québec. Et hier, le 27, c'était notre activité ici à Montréal. Presque 250 personnes, son calcul, tous les bénévoles, plus les gens qui avaient des kiosques et tout. En tout cas, trois tracks en parallèle. Non, une belle journée. Je pense que les gens, en tout cas, encore là, tu sens le climat. On sentait que les gens avaient du plaisir, que c'était un bon climat. Là. Ouais. Je pense que les gens appréciaient beaucoup. Pour nous qui organisaient, c'était une bonne longue journée. Hein. On avait déjà commencé le lundi à placer la salle. T'arrives quasiment à 6h30, 7h le matin, puis tard le soir, tu finis. Bienvenue dans le club. Ben oui, c'est le plaisir de... Mais c'est le fun, hein? Deux événements intéressants là, la même semaine à Montréal. Oui, on voit que la communauté est active. Il se passe de quoi? Hey Mario, on parle de quoi aujourd'hui? Notre invité, c'est Maxime Rouillé. Bonjour, Maxime. Salut, bonjour. Maxime. Moi, tu sais, quand je rencontre, quand je vois quelqu'un qui a l'air allumé, qui a l'air comprendre comment bien faire du développement logiciel, absolument, je m'arrange pour deux choses. Me souvenir de son nom et, si possible, avoir son adresse courrier électronique, son email. Pourquoi? Parce que je le garde, puis à un moment donné, quand que je planifie l'horaire... dans le stack, en quelque part. Quand je planifie l'horaire, là, j'envoie un email en disant « Bonjour Maxime, on ne se connaît pas, mais j'aimerais ça t'inviter pour que tu viennes faire un podcast. » Et c'est ce que j'ai fait l'été passé. Mais là, on se connaissait parce qu'on s'était rencontrés quand même à quelques occasions. Je suis quand même à la communauté .NET, donc on se voit une fois de temps en temps. C'est ça, mais tu vois, donc la première fois moi je t'ai rencontré, il y a peut-être un an et demi, 2 ans, t'étais dans la liste des noms de personnes que je voulais inviter, mais à cause il faut croire que notre podcast est populaire. En tout cas, on avait beaucoup d'émissions pré-enregistrées, donc c'est juste aujourd'hui qu'on a la chance de faire une émission avec toi.
Puis quand je t'ai contacté, je t'ai dit, ben, de quoi t'aimerais discuter avec nous? Puis tu nous revenais en disant, ben, j'aimerais ça parler de 5 outils. Puis on va nommer les outils un peu plus tard, mais moi ce que je comprends de ces outils-là, c'est une préoccupation beaucoup pour améliorer la qualité, simplifier la complexité, ou en tout cas réduire la complexité, rendre les choses beaucoup plus simples. Oui. Vraiment quelque chose qui te préoccupe. C'est des outils qui vont être en mesure soit d'améliorer la qualité de votre code, ou de tout simplement vous apporter une vision différente sur ce qui existe déjà sur le marché, ce que le monde a tendance à faire déjà en ce moment. Ne serait-ce que pour garder un esprit ouvert et accepter le changement. Et ça vient aussi peut-être combler des trous Oui. qui sont laissés par Microsoft. Oui, Microsoft couvre large, mais il couvre pas tout. Ouais. Ben oui, si on regarde un des outils, on va les nommer les outils. Donc, un des premiers outils que tu veux discuter avec nous, c'est MoQ, Oui. qui est un framework de mocking. On sait que Microsoft n'en a pas de framework de mocking. Aucun. Donc, puis, tu nous expliqueras pourquoi toi, t'aimes beaucoup plus MoQ que d'autres frameworks. Le deuxième outil, c'est Umbrella, qui est finalement un ensemble d'extensions que des gens ont développées pour compléter le framework de Microsoft. Oui. Ton troisième outil, c'est PostSharp, donc qui est un framework pour faire de la programmation orientée aspect. Oui. On va expliquer qu'est-ce qu'on entend par là. Quatrième, MSpec, donc un framework pour faire comment décrire ça? Spécification? Ouais, pour faire de la programmation. On peut dire la spécification exécutable. Ouais. Ça va faire partie d'un autre podcast, je crois. Mais c'est sur cette track-là aussi. Tout à fait. Puis le dernier, c'est Spring.NET, qui est un framework qui permet de faire de la programmation orientée aspect, mais aussi gérer tout ce qui est injection de dépendance, Ouais, des choses. les outils vont les outils que j'ai utilisés jusqu'à des outils que j'ai juste un œil dessus pour voir comment ils évoluent et comment peut-être faire mousser quelques idées au sein de la communauté .NET. Question de garder les sujets assez frais. Oui, hein. Si on commençait par la bio? Ben oui, parce que c'est la formule, hein. C'est la première fois que tu viens à l'émission. Oui. La formule, c'est toujours la même. On commence par situer, pour nos auditeurs, qui tu es. Donc, un peu parler de qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être un développeur qui s'intéresse à ces outils-là. Puis ensuite, on va parler de chacun des outils. Avant qu'on fasse l'émission, à un moment donné, tu me parlais que tu as jamais utilisé SourceSafe comme gestionnaire de code source. Jamais, non. Donc, ce qui nous donne une indication que ça doit pas faire 20 ans que tu as sorti de l'école. Non, je suis sorti de l'école, en fait, du cégep en informatique. Je suis sorti en 2003. Donc, ça fait quoi, 5-6 ans? Environ, Donc, ouais. diplômé il y a 5-6 ans. Donc, tu as fait une technique en informatique. Oui. Puis, donc, tu fais-tu partie du profil des gens qui ont découvert l'informatique quand ils étaient jeunes, c'est devenu une passion, puis ils se sont dit c'est ça que je veux faire dans ma vie, ou tu as découvert sur le tard l'informatique? Très jeune. Ça a commencé avec des 386. Plus tard, ça s'est approché plus de programmation vers la fin de mon secondaire. Encore là, avec du Delphi. Donc, tu as commencé à programmer en Delphi. En secondaire 5, mais je veux dire, c'était tout ce qu'il y avait de plus de base et j'avais aucune conception orientée objet. Je savais même pas c'était quoi donc, le langage tu de faisais Delphi. vraiment de la programmation par composante visuelle qu'on drop and drag dans nos écrans. Et encore, parce que faut se rappeler qu'il y a 5 ans, ces technologies-là étaient encore assez naissantes et pas aussi puissantes que ce que Microsoft apporte aujourd'hui avec avec tout le data binding, les data adapters et tout ça. Aujourd'hui, on peut faire une application sans jamais écrire une ligne de code. Il y a déjà À cette époque-là, c'était quoi, Delphi 4 ou quelque chose comme ça? Delphi 5 pour moi. Delphi 5, OK. Je suis pas si vieux que ça. Puis, tu as travaillé pendant quelques années pour Orchestra? Oui, j'ai travaillé 2 ans pour Orchestra. On avait des projets pour du commerce électronique et surtout j'ai fait beaucoup de SharePoint chez Orchestra. Orchestra sont reconnus pour une firme qui fait du SharePoint beaucoup. Beaucoup de SharePoint, mais je crois qu'ils ont aussi une bonne réputation aussi au niveau du commerce électronique. Parmi leurs clients qu'on va trouver sur leur site, je vais vous dire, il y a à peu près, je crois au minimum à 70% que c'est relié à de la vente en ligne. Toujours avec Commerce Server, Microsoft Commerce Server? Commerce Server pour certains de nos clients. Pour nos clients les plus jeunes de la compagnie, c'était des solutions custom qu'on avait. OK. Puis là, tout dernièrement, tu as joint la firme DMR. Oui. Donc, une nouvelle carrière, en tout cas, différente, hein, parce que
qu'Orchestra une organisation plus petite, puis DMR une plus grosse organisation. Donc, ouais, DMR, c'est possédé par Fujitsu, donc c'est énorme. Ils ont différentes méthodologies, ils ont différents types de projets, c'est pas les mêmes choses. Le fameux macroscope. tu vas-tu te retrouver à travailler avec notre bon ami Étienne de Tremblay, j'imagine, par la bande à un moment donné? Oui et non, je veux dire, Étienne est directeur, moi je suis programmeur, donc il y a quand même une bonne couche administrative qui nous sépare. Mais disons, il est venu faire un petit tour aujourd'hui. Il en a profité pour me dire salut. Je pensais que t'étais pour dire, c'est parce que regarde, moi, il y a des chances que je me retrouve dans des projets où ils se font du SharePoint, puis Étienne, SharePoint, il veut se tenir le plus loin possible de ça. J'ai aucune problématique avec SharePoint vraiment, mais c'est pas un outil qui est facile à travailler, surtout au niveau du code. Surtout si tu veux appliquer les pratiques que tu parles, par exemple utiliser du mocking, ces choses-là, faut vraiment maîtriser nos pratiques de programmation. Ouais, et surtout si tu travailles avec SharePoint, t'as pas nécessairement le choix des fois pour abstraire SharePoint parce que SharePoint offre pas d'interface. Ça a pas été pensé de façon on va faire ça orienté objet, on va faire un grand découplage. Ça a plus été lancé comme une plateforme de produits au même niveau que Word ou Excel l'est. Je veux dire, à part ces dernières années où que Microsoft a vraiment poussé pas mal plus Word ou Excel, c'était un vrai enfer. Ouais, c'est pas facile de développer dans l'environnement SharePoint là, pour un développeur.net. Là. Donc, ça fait partie de l'écosystème Office, donc c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui s'occupent des interfaces, de toute l'architecture du code, les architectures qui sont choisies sont pas les mêmes que ce qu'on verrait dans le framework d'Arc. Puis ce que tu me disais juste avant qu'on enregistre, c'est que chez Orchestra, vous avez développé là, ou l'Orchestra a développé des bonnes pratiques ou des méthodologies qui un peu facilitent le développement là, dans l'environnement SharePoint. Là. Oui, ça fait partie du projet que j'ai travaillé dessus. C'est un outil qui s'appelle Concerto qui promouvoit les bonnes techniques de développement SharePoint, mais surtout les bonnes techniques de déploiement. Il y a énormément de façons de déployer des applications en SharePoint. Le 3/4 est pas bonne. Il y en a juste une qui est acceptable. Je veux dire, il est possible de faire des backup restore sur tes bases de données, mais ça amène d'autres problèmes. Ouais. Le content deployment, il est pas encore au point. Concerto va vraiment forcer à faire du déploiement, ce qu'on appelle par feature et par solution, ce qui nous ramène à avoir des étapes répétables au niveau des environnements. Parce qu'Orchestra, quand il fait du développement SharePoint, c'est en environnement de dev, en environnement de staging, puis en environnement de production, ce qui impressionne souvent beaucoup les clients parce que il y a pas beaucoup de compagnies qui apportent ces trois événements-là et qui est capable de livrer à temps des projets. Écoute, nous, on fait la pause. On va revenir pour discuter de tes 5 outils. Parfait. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Maxime, 5 outils. On va commencer par l'outil que tu utilises le plus souvent, puis qui est un outil, quelque chose qui n'existe pas du tout, qui est pas offert par Microsoft, il n'y a rien de comparable. C'est le framework de mocking MoQ. Oui. Framework de MoQ qui est développé en partie par Clarius Consulting, qui est une compagnie américaine qui est énormément investie dans la communauté .NET et ils ont beaucoup travaillé dessus. Ils ont focusé énormément sur la facilité d'apprentissage de l'outil afin d'amener le mocking au plus de monde possible. MoQ, ça s'écrit M-O-Q. Oui. Donc et juste pour les... Qu'est-ce que le mocking? Ouais, si on a des auditeurs, mettons, qui ont jamais même entendu le terme mocking. Le mocking, c'est des objets que tu peux préprogrammer et leur donner un comportement tel que tu le veux. Donc, ce que tu nous expliques, c'est que j'ai bâti une classe. Mettons, j'ai bâti une classe qui représente mes clients. Oui. Et je pourrais, n'importe quand dans mon programme, instancier un nouveau client.
Mais des fois, tu voudrais peut-être pas avoir le code, tout le comportement du client, parce que mettons que ce client-là a des dépendances, une BD, tu voudrais plutôt remplacer ça par une classe qui se comporterait comme un client, mais qui ferait des choses préattendues pour que tu sois capable de tester correctement. Ben, un mock, c'est un peu ça. C'est que tu dis, je vais reproduire le contrat du client, mais en spécifiant ce que moi, je veux bien qu'elle fasse. C'est exactement ça. Le textbook, l'exemple de textbook qui est relié avec ça, c'est que quand tu as un service, puis que le service doit communiquer avec une base de données, la base de données, c'est une dépendance forte, là. C'est une dépendance extrêmement forte à l'externe, et c'est peut-être quelque chose, en fait, que t'as même pas de besoin, en fait. Donc, le mocking va te permettre d'abstraire, premièrement, la base de données, afin de juste travailler sur ta logique d'affaires. Et permet de mettre de côté la base de données, ou même, dans le meilleur des cas, de même pas avoir de base de données pour durant le développement du logiciel. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple souvent qu'on va donner, c'est je sais que j'ai une classe avec une méthode qui, à l'occasion, pourrait générer une exception. Oui. Mais mettre en place ce qu'il faut pour que la vraie exception arrive avec la vraie classe, c'est l'enfer, c'est trop difficile. Oui. Mais si je me crée un mock puis en disant, mais quand je vais appeler cette méthode-là, lance l'exception, je suis capable de tester le comportement attendu quand j'ai l'exception. Oui. En fait, tous les frameworks de mocking sont là pour pallier à ces situations-là. Des situations qui sont difficilement reproduisibles. Avoir un environnement où, dans ce cas-là, par exemple, une base de données, instancier une base de données, les connexions et tout ça, fait que les tests, ils vont prendre plusieurs minutes à rouler, si c'est pas quelques heures, et ça empêche le développement rapide d'applications en mode TDD ou BDD. Et ce que le mocking permet de faire, c'est d'abstraire ces dépendances-là pour avancer rapidement. Donc, les premiers individus qui ont cherché, qui ont vu ce besoin-là, c'est des gens qui faisaient la programmation pilotée par les tests, c'est-à-dire tu écris des tests, tu les roules, tu t'assures qu'ils marchent pas, tu fais ton code, tu t'assures maintenant que ça devient vert, mais ça veut dire que tu roules des tests tout le temps de façon systématique. Et une bonne pratique, c'est-à-dire, ben je roule tous mes tests à toutes les fois parce que je veux toujours vérifier que mon système est dans un état stable. Mais rouler tous les tests, si chaque test prend 1 minute puis t'en as 50, ça veut dire que ça prend 50 minutes? Non. Tu veux que ça prenne une fraction de seconde. Comment tu fais pour que ça prenne une fraction de seconde? T'enlèves tes dépendances sur ce qui est là, entre autres tes dépendances vers les BD, ces choses-là. D'où pourquoi tu voudrais peut-être remplacer tout ce qui sont du code d'infrastructure par des mocks. Donc, plus de BD, donc mes repositories, c'est des mocks. Et quand je suis dans mon mode de développement en piloté par les tests, je travaille avec ces mocks-là. C'est sûr que dans la vraie vie, quand je déploie en production, c'est pas les mocks que je déploie, c'est des vraies classes. Mais je suis capable, à ce moment-là, de pouvoir toujours de concevoir et piloter mon développement par des tests sans avoir à attendre trop longtemps. Oui. En gros, c'est pas mal vers ça que ça se dirige. C'est que il faut faciliter l'écriture des tests, mais surtout l'exécution des tests. Et si l'exécution des tests se fait rapidement, il y a plus de chances qu'un développeur reste de le rouler. Et le mocking va vous aider à faire ça. Pourquoi toi t'aimes MoQ? Ouais, parce pourquoi qu'il y en a celui-là d'autres, plutôt que les autres? Premièrement, la facilité d'utilisation. Parce que quand j'ai utilisé MoQ la première fois, ça m'a pris littéralement 1 heure et j'avais tout ce que j'avais besoin de savoir pour faire du mocking de base qui va remplir, je vais vous dire, 90% de tous mes cas. Là. Mais là, peux-tu me faire un peu de l'avocat du diable? Bien sûr. 1 heure, parce que tu étais très familier avec toutes les features du framework 3.5, c'est-à-dire les lambda expression. Si tu sais pas du tout c'est quoi un lambda expression, il y a des chances que tu regardes MoQ, tu comprennes même pas comment utiliser ce framework-là. Oui, mais de l'autre coup, c'est peut-être mieux de pas utiliser MoQ si vous êtes en environnement 2.0 non plus. MoQ est orienté 3.5, qui a besoin d'être dans un projet qui est compilé en 3.5 pour rouler. Je suis pas sûr qu'il serait capable de moquer du code 2.0, mais tant qu'à rester dans le même framework, moi je dis que 3.5, ça risque d'être là pour les prochaines années à venir. Est-ce que faut apprendre quelque part. Donc, est-ce que je me trompe, c'est que les gens de Clarius, à un moment donné, ont identifié qu'avec les fonctionnalités du langage 3.5, qui pourraient rendre la conception de mock, de la programmation de mock beaucoup plus simple. Puis surtout si tu comprends ces fonctionnalités-là, les lambda expression, puis ils se sont dit bon ben nous allons créer ce nouveau framework-là. Et à ce moment-là, parce que les autres frameworks qui existent, les RhinoMock de ce monde, TypeMock, c'est toute une autre approche complètement. Puis souvent, eux avaient des approches
record play pour ne pas les dire. Oui, mais il y a beaucoup de frameworks au début utilisaient des strings pour identifier les méthodes ou les propriétés qu'on voulait moquer, et il était possible ensuite de dire exactement la fonctionnalité qu'on voulait associer à l'objet moqué, soit une valeur à retourner ou lance une exception, une exception ou une méthode ou une classe bidon que tu te sois fait. Ça c'est dans les balbutiements. Depuis ce temps-là, ça a évolué. Et par exemple, Rhinomock a accumulé, il y a beaucoup de façons de rouler. Il roule maintenant un peu comme MoQ, mais il y a aussi le mode record replay qui permet d'avoir une autre façon de voir les tests. Et ça a été jugé, je crois, par Clarius comme étant un peu complexe pour apprendre pour quelqu'un qui connaît absolument rien au mocking. C'est quelque chose qui est difficile à apprendre. Si tu prends Rhinomock, puisque ce produit-là existe depuis plusieurs années, ben il y a dedans la façon de programmer comme en 2005. En 2006, on les moque, ça a évolué, on a changé le paradigme, ils supportent ça. En 2007, ils supportent l'autre façon. Puis quand tu recommences à regarder la documentation, on n'a pas classifié en disant, voici si tu veux le faire de la façon moderne, apprends juste ça. On fait juste te dire, voici tout ce que le produit fait, puis ça devient assez complexe pour quelqu'un qui commence parce que tu sais pas par où commencer. Rhinomock en tant que tel est un bon outil. Ça offre beaucoup de flexibilité. Mais ça a le problème d'être plus difficile pour quelqu'un qui commence ou qui débute de se mettre au courant sur le mocking, comment utiliser bien le mocking et avoir une bonne idée dans sa tête exactement qu'est-ce que ça fait. Parce que MoQ fait pas grand-chose, mais ce qu'il fait, il fait super bien. Ouais. Mais il présume des choses. Il présume entre autres parce que avec MoQ, tu peux pas moquer une classe concrète. Pas de classe concrète, pas de classe field. Tu moques juste des interfaces. Ouais. Donc, ça présume que tu vas programmer avec des interfaces. Programmer avec des interfaces ou des classes abstraites, là. Des classes abstraites. Donc, ça présume que toi, comme programmeur, t'es déjà très familier à comment faire du découplage, t'es probablement déjà familier à utiliser l'injection de dépendance. Ça s'adresse à une catégorie de développeurs plus avancée que le développeur qui a jamais Je peux pas dire ça. L'utilisation des interfaces, je pense, c'est à la base là. Quand on parle d'injection de dépendance, ouais, je veux dire les là, interfaces. Les interfaces, ça doit être quelque chose qu'à un moment donné, tout développeur doit finir par maîtriser. Ouais. C'est sûr que peut-être que quelqu'un qui sort de l'école puis qu'il y a juste les cas qui sont sortis des livres d'école, peut-être qu'il va avoir de la misère à comprendre exactement tous les principes. Mais à la fin, ça donne que les interfaces, les classes abstraites, ça permet de pouvoir découpler ton application plus facilement. Et que si t'es pas capable de maîtriser ça, la bonne question, c'est pourquoi tu fais des mocks? Ben c'est ça, parce que ça te permet surtout de remplacer ton interface par un mock plutôt que la classe concrète. Voilà. Et là, de pouvoir dire dans ton mock, ben quand je vais appeler cette méthode-là, je veux que tu me lances cette exception-là, et de pouvoir faire ton scénario de test que tu voudrais aisément, sans avoir à faire beaucoup de code pour faire le setup de ton mock. Globalement, est-ce que je me trompe en disant que MoQ va probablement te permettre, va probablement t'aligner, te simplifier tellement la vie que les probabilités que tu fasses une erreur, un bug dans ton code de test, ça disparaît presque, ce qui était peut-être pas le cas avec les autres frameworks c'est peut-être trop fort comme affirmation. C'est très fort comme affirmation, mais moi la façon que j'ai vu MoQ, c'était que c'est une façon qui va permettre au monde, qui va être accessible au monde de comprendre les mocks. Moi, quand j'avais commencé avec MoQ, j'avais une connaissance assez limitée des mocks, et après avoir utilisé MoQ, ma connaissance en une heure, elle avait augmenté énormément. Et à chaque fois que j'ai présenté MoQ, que ça soit au At Lunch ou au CodeCamp à Montréal cet été, mes connaissances personnelles augmentaient avec MoQ. À chaque fois, tu allais une petite étape plus loin, voir qu'est-ce qu'ils ont implémenté dans la nouvelle version. Ça te permet d'en apprendre un peu plus. Mais la façon qu'ils l'ont implémenté reste accessible à tout le monde. Que le 90% des fonctionnalités de MoQ que tu vas utiliser, tu peux l'apprendre en dedans d'une heure. Donc, MoQ, c'est comme aussi une très bonne école pour se familiariser avec des bonnes pratiques de programmation aussi. Oui, c'est sûr que les grands penseurs de ce monde, ils seront peut-être pas nécessairement d'accord au fait que MoQ ne mentionne pas nécessairement spécifiquement que je veux créer un stub, ou je veux créer un fake, ou je veux créer un mock, un dummy ou un mock. Mais la question qui est apportée dans le blog de Daniel Casulino, ça a été
le monde qui veut le moquer, est-ce qu'ils veulent vraiment se soucier de tous ces détails-là, qui sont finalement juste une philosophie au niveau des détails. Ce que le monde, ils veulent, c'est pouvoir moquer une classe rapidement, facilement, sans avoir à se soucier nécessairement des détails puis de la nomenclature des appellations. Daniel Casolino, c'est l'architecte derrière MoQ. Je crois, oui, c'était fait en collaboration, je crois, avec 4 compagnies, donc mais d'après moi, c'est l'éditeur principal sur le projet. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a à dire sur MoQ? On peut tout de suite commencer à parler de ton prochain outil? Peut-être... à part le fait que MoQ est disponible sur Google Code, je veux dire, c'est gratuit. Gratuit, open source. Donc, on a le code source. Code source. Donc, s'il y a des considérations pour l'entreprise pour on n'a pas accès au code puis la sécurité et tout ça, c'est possible de télécharger le code source, de faire l'inspection et de le permettre l'approbation en entreprise, même sous haute sécurité. Ah, ça c'est bien. Prochain outil, Umbrella. Un autre outil open source. Oui. Développé par 2 gars de Montréal en plus. Oui, 2... François et Eric de Inventive. Oui, Inventive, qui est une compagnie montréalaise. Je crois qu'ils sont très orientés agiles, font du coaching aussi. Ouais. Bien connu, en tout cas, dans la communauté. Oui, absolument. Donc, Umbrella, si on essaie de décrire vite, à quoi ça sert? Ou quelle souffrance? Pourquoi ces développeurs-là ont senti le besoin de créer Umbrella? Principalement parce que ils se sont retrouvés qu'il y avait des problématiques dans le framework .NET qui allaient probablement être jamais réglées. Tout simplement parce que Microsoft est reconnu depuis de nombreuses années de garder une très grande compatibilité dans ses outils. C'est à la fois un bien et une mauvaise chose, mais ça leur permet d'être stable sur plusieurs versions. Quand tu dis des problématiques, quel genre de problématiques? Parce que il y a peut-être nos auditeurs qui disent, voyons, des problèmes, ils disent, il y a des bugs. Non, on parle pas de bugs, donc quel genre de problématiques? C'est des problèmes plutôt de design. L'exemple qui vient rapidement, c'est avec l'introduction du 3.5, il y a eu aussi tout ce qu'on appelle les lambda expression avec les syntax link et tout ça. Et un des problématiques qu'on a, c'est par exemple, il y a une méthode qui accepte une action. La méthode s'appelle forEach. Cette méthode-là, elle est définie sur une liste générique. Mais si on essaie de faire un forEach dans le .NET Framework, le minimum requis, c'est un IEnumerable ou un IEnumerable générique. Okay. Donc, déjà en partant, ça, on a déjà une problématique à ce point-là. Parce qu'un forEach est pas appliqué sur le plus petit dénominateur au niveau des classes. Ce qui devrait être une bonne pratique de design, en fait. Et ce que les gars d'Inventive ont fait, c'est qu'ils ont corrigé ce genre de design-là en rajoutant des méthodes d'extension dans leur framework et qui va permettre de faire un forEach sur un IEnumerable. Donc, sur toutes les base classes. En fait, sur tout ce qui est IEnumerable, ce qui veut dire les base classes comme les arrays, les collections, tout qui existe depuis le .NET 1.1. Est-ce que je me trompe aussi que leur intérêt, donc c'était la stratégie, c'est j'utilise les méthodes d'extension pour venir bonifier les classes de base pour que ça soit que je sois plus dans une philosophie qu'on va dire souvent les interfaces fluent. Comment on traduirait ça en français? Fluent interface. Interface fluide. Ouais, fluide, ça serait peut-être, mais bon. Donc, il y a des interfaces qui, quand tu les lis, tu peux comprendre qu'est-ce que tu fais. Puis eux, c'était un peu ça aussi, c'est de s'assurer que quand tu veux, par exemple, copier un objet, l'amener à l'autre, que ça puisse se lire plus aisément. Puis avec les méthodes d'extension, ils ont pu bonifier tous les objets de base pour favoriser ça. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Oui et non. Je veux dire, ils ont bonifié beaucoup de classes de base, ils ont rajouté beaucoup de fonctionnalités. C'est un framework qui bouge encore pas mal, mais il y a des classes qui vont être là pour rester. Le but, je crois qu'en faisant tout ça, ça n'a pas été de s'assurer que tout soit fluide nécessairement. Le but, ça a été surtout d'éviter les duplicates au niveau du code. Il y a bien des choses qu'on va faire, par exemple, si on veut convertir 2 tables, une table de string en une table de INT avec la même dimension et tout ça, ça peut devenir assez corsé à faire au niveau du code, et c'est des bouts de code que tu vas répéter souvent. Ce que les gars d'Inventive ont fait, c'est qu'ils nous ont apporté des méthodes ils vont refaire toute la même poutine en arrière pour toi, mais cachée en arrière d'une méthode d'extension. Et que t'as plus besoin de t'en préoccuper. Mais là, ça veut dire quoi? Tu vas, par exemple, sur un type array, tu vas dire duplicate, puis tu peux y passer directement l'autre, la cible. Ça va être ce genre de choses-là qui ont rajouté comme
comportement sur ces objets de base-là? Un objet de base, par exemple, qui ont étendu, c'est l'interface iCollection. Si on regarde l'interface iCollection sur MSDN, il y a Add, il y a Remove, et il y en a quelques-unes d'autres. Clone. Ouais, mais il n'y a pas Add Range. OK. Pourquoi il n'y a pas Add Range? Si on demande à Microsoft ou on ouvre un bug sur Connect, Les probabilités qu'ils rajoutent dire, ça... bon, ils vont vous dire que, OK, ouais, c'est un problème de design. By design, là, c'est comme ça. Mais il va être classé dans Will Not Fix. Ça peut être un peu frustrant au niveau du développement d'avoir à travailler, de se forcer à travailler avec des classes qui manquent certaines fonctionnalités. Donc, si tu travailles avec un iCollection, il est très fort probable que ce qui va arriver, c'est que tu vas faire un for each, puis tu vas faire un add dans ton for each. C'est ça qui est intéressant, c'est que eux, c'est des interfaces qui étendent, puis n'importe quel objet qui implémente, n'importe quel objet du framework qui implémente ces interfaces-là hérite de leur méthode d'extension. Ouais. Donc, le add range se retrouve dans tout ce qui est iCollection. Oui, aussi bien dans les listes génériques que sur votre People Collection que vous avez dans votre domaine d'affaires. Puis grosso modo, c'est comme un ensemble de problématiques comme ça que Eric puis François vivaient. Puis eux se sont créés, c'est utility, c'est comme des classes utilitaires class, ouais. qui ont bonifié, puis à un moment donné, ils ont décidé de donner ça dans la communauté, puis de le rendre public, puis de dire, pour ceux qui s'intéressent, il y a Umbrella, puis vous pouvez l'utiliser. Ouais, d'après moi, c'est ce que je les ai pas interrogés, je les ai pas je n'aurais pas sorti les verres du nez, mais disons que c'est une contribution qui est très appréciée de leur part parce que c'est quelque chose qui est très 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 bien engineeré. Le projet est téléchargeable avec les tests unitaires et ça se voit que ça a été fait avec du TDD. Et c'est sur Codeplex. C'est sur Codeplex. On a le code source complètement. Umbrella.codeplex.com. Le lien va être disponible probablement après. Donc, ça peut être aussi une bonne façon d'apprendre à regarder comment ils ont bâti leur jeu de test unitaire, ces choses-là, parce que... Oui. C'est très orienté sur les patterns. Il y a des strategy patterns. Il y a beaucoup d'utilisation de Lambda. Ça aussi, je crois, c'est un framework qui est orienté 3.5. Mais vu que 3.5 est là pour rester, je pense pas que ça va être désuet dans un an. Absolument pas. c'est toujours une bonne chose. Surtout que c'est des éléments de base qui sont rajoutés là au niveau du framework par des méthodes d'extension. Oui. Si jamais, par exemple, add range serait rajouté dans une version 4, 5 ou 6 du framework, ben là, c'est juste à enlever finalement dans Umbrella cette méthode-là. Là. Qu'est-ce qui est aussi que on apprécie beaucoup avec Umbrella en ce moment, c'est que j'ai parlé avec les créateurs de ce projet-là et ils acceptent les commits. Donc, si t'es une personne qui est... En fait, ils recherchent aussi. Hein. Je crois, j'ai pas vérifié ce point-là. C'est un projet open source. Où est-ce que c'est pas juste, il est pas fermé à quelques personnes, il est ouvert, tu peux contribuer aisément. Un de mes collègues, Éric de Carufel, a déjà participé au projet, il a participé, il a rajouté des bouts de code. Leur seul requis à eux, c'est si tu implémentes quelque chose, faut que tu aies les tests unitaires à l'arrière pour prouver ton travail et t'assurer que tout le reste fonctionne. Le troisième outil que tu veux discuter avec nous, c'est PostSharp. PostSharp. Donc, on parle ici d'un outil qui va te permettre de faire de la programmation orientée aspect, ou en tout cas pilotée par les aspects. Tu vas peut-être définir qu'est-ce que c'est un aspect. Hein? Un aspect, c'est si on regarde sur Wikipédia pour AOP, c'est Aspect Oriented Programming. Et un aspect pour comment c'est défini, c'est ce qu'on appelle des concerns. Donc, c'est utilisé surtout pour tout ce qui est ce qu'on appelle des cross-cutting concerns, donc des préoccupations. Des préoccupations d'une application qui risque d'apparaître plus qu'une fois. Puis les préoccupations qui sont très liées beaucoup à la plomberie souvent. Ouais, le logging, la gestion des exceptions, la sécurité, qui inclut à la fois l'autorisation et l'authentification. Autorisation. Donc, toutes ces préoccupations-là qui sont transversales, d'où le terme cross-cutting, à ton domaine d'affaires. Donc, si j'ai, par exemple, des objets qui sont des clients, des factures, ben dans chacun de ces objets-là, clients, factures, puis en tous les autres objets de mon domaine d'affaires, je vais probablement me retrouver à avoir du logging. Mais le logging, il va juste être comme toujours appelé dans chacun, donc il va se tisser dans ces objets d'affaires-là. Et ce qu'on n'aime pas, c'est que vu qu'il se retrouve tissé, il n'est pas à un seul endroit, il est à une multitude d'endroits, puis si je veux le corriger,
c'est sûr qu'avec les outils de refactoring, si je veux juste renommer, ça peut-être que ça peut être faisable. Mais si je l'aurais un seul endroit, ça serait bien. Puis c'est ça qui va me permettre les PowerShop, c'est de définir mon code d'une place puis de dire tisse le don dans tous mes objets d'affaires. Oui, il y a beaucoup de trucs, par exemple, qui vont demander que, disons que tu veux juste que les méthodes d'une classe d'administration soient disponibles que au Project Manager. Et tu as un namespace que toutes tes classes qui sont dedans, toutes tes classes d'appel sont à l'intérieur. Il est possible de définir un attribut directement dans ton app config, c'est assembly.info, de définir un attribut. Là, je parle d'un attribut de .NET, là. Ouais, un custom attribute. Ouais, un custom attribute qui va dire l'autorisation doit être faite sur tel namespace. Ça marche par wildcard. Donc, tu peux carrément mettre une étoile. Ouais, tu peux mettre une étoile modèle.administration.étoile. Ça va inclure toutes les classes qui sont automatiquement dessus. Et tu peux définir que les concerns vont être sur chacune des méthodes publiques. Donc, toutes les méthodes publiques qui vont être appelées vont demander de l'autorisation à chaque fois. Donc là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que si j'ai défini des classes dans un espace de nom, dans un namespace, oui. Là, toi, tu vas pouvoir donner une directive et dire, toutes ces classes-là, je voudrais que tu viennes rajouter, par exemple, avant ou après la méthode, l'exécution de ce bout de code-là. Oui, ça va permettre carrément de faire de l'injection de code. C'est sûr que PostSharp, il utilise un truc. Bien sûr, je veux dire, c'est pas natif à C# en ce moment. Ce serait quelque chose que j'aimerais voir probablement dans les prochaines versions de .NET. Peut-être pas la 4, parce que je crois qu'elle est déjà sur presse. Mais dans le futur, ça serait quelque chose que peut-être Microsoft pourrait peut-être penser. Et je crois déjà que c'est quelque chose qui devient de plus en plus possible avec, je crois, avec les contracts. Je me rappelle plus exactement, j'ai pas trop suivi ce point-là. Mais PostSharp, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que tu dois l'installer sur ta machine. Il va t'installer un add-on sur son Visual Studio. Et ça va être l'équivalent d'un post-build qui va faire. Donc, quand tu vas finir de compiler, lui, il va reprendre tes DLL compilés. Puis, dépendamment des attributs qui se trouvent sur lesquels attributs match, quelle méthode, quelle classe et tout ça, lui, il va rajouter il va faire l'injection de IL à l'intérieur. Donc, il va réécrire il va regarder l'AIL original qui était compilé, puis il va venir rajouter les bouts d'AIL où est-ce qu'il faut pour que tu ailles maintenant le comportement attendu. Ouais, et le debugging continue de fonctionner. Donc, je veux dire, si tu mets du debug et tu mets un point d'arrêt dans ton attribut custom, le pre-event puis le post-event, tu peux mettre ton point là, puis tu fais F5, ça va rouler à l'intérieur, puis tu vas pouvoir suivre ton breakpoint. Donc, juste pour peut-être rendre ça plus concret, quel sera le genre de scénario ou peut-être nous expliquer un scénario ou pourquoi toi tu t'es intéressé à PostSharp? Qu'est-ce que tu cherchais à résoudre avec ça quand tu l'as utilisé? Parce que tu m'expliquais que pour différentes raisons, à un moment donné, tu as décidé d'abandonner, mais on essaie de comprendre. Donc, qu'est-ce qui était... Moi, c'est un projet que moi j'avais déjà commencé à regarder il y a environ 6-7 mois et que la programmation orientée par aspect, c'est quelque chose de quand même assez intéressant qui permet d'apporter une bonne approche pour le code. Moi, personnellement, j'avais pas eu de raison d'en approcher. Mais il y a un de mes collègues qui, lui, avait besoin de faire de régler une problématique de binding avec WPF. Et ce que PostSharp permet de faire, entre autres, c'est de automatiquement faire un post-processing sur toutes les propriétés pour automatiquement les mettre I notify property changed sur chacune des propriétés. Donc, ça permet de rendre toutes les propriétés d'un modèle complètement bindable sans écrire une seule ligne de code. Donc, presque. Donc, dans votre cas, vous l'utilisez quasiment parce qu'une autre stratégie, ça aurait pu être de dire, je vais utiliser la génération de code pour venir générer, mais là, ce qui est bien avec PostSharp, c'est que ça sera pas en génération de code, ça va être au runtime pas au runtime, à la compilation, vous allez venir rajouter le comportement. Dans ce cas-là, c'était du code que vous vouliez mettre sur chacune des propriétés pour supporter qu'il soit maintenant le support pour les notifications. Ouais, les notifications qui sont utilisées énormément dans le WPF, donc pour que quand une propriété change, que le UI soit updaté, puis quand le UI update quelque chose, ça doit aussi updater sur les propriétés. Donc toute cette mécanique-là, toute cette plomberie-là était utilisée dans un projet Dynamics qui était utilisé par Eric. Mm-hmm. Il travaillait sur un projet CRM. Donc c'est Eric de Carufel, la personne qui avait cette problématique-là. Oui, il m'a aidé pour identifier surtout certains problèmes. C'était une approche qu'il avait pris pour le projet. Et là, ils ont relancé une nouvelle version PostSharp 2.0. Mm-hmm. Mais les problèmes qu'Eric avait rencontrés, c'était que
Visual Studio, tu leur démarres à chaque jour. Après tu utilises PostSharp aussi intensivement que ça. Il faut quand même noter que PostSharp, dans son cas, lui, avait processé un fichier de quasiment 50 000 lignes de code auto-généré, là. OK. Donc, mais qu'est-ce que tu faisais? Faut que tu le redémarres tous les jours. C'est que tu peux pas mettre ça dans ton build? Memory Leak. Il y avait carrément un Memory Leak oui. l'outil la version que Eric avait utilisée. Il y avait carrément un Memory Leak qui l'empêchait de pouvoir l'utiliser. À un moment donné, Visual Studio il roulait en dehors de son process, là, il commençait à perdre la mémoire puis il était plus capable de démarrer. Là, c'est peut-être réglé avec la version 2. Ouais, j'espère que c'est géré avec la version 2. C'est tout le temps un outil qui s'améliore. Ça, c'est le petit côté au niveau des avantages que c'est triste un peu, c'est que l'outil est pas open source. C'est un outil qui est gratuit pour l'utilisation. Et on peut l'utiliser dans n'importe quel projet d'entreprise. Il charge aucun frais pour. Mais ça reste quand même gratuit. Mais d'ailleurs, le 5e outil, parce que là tu nous parles, le 3e c'est PostSharp. Le 5e outil, le Spring.net fait aussi de la programmation par aspect. On va pouvoir en discuter. Oui, l'approche est un peu différente pour Spring, mais c'est sensiblement le même travail qui doit être fait. Mais l'intérêt, c'est juste de dire, de pouvoir localiser ces aspects, donc le code qui est transverse, à un endroit, puis pouvoir l'injecter. C'est une tendance assez lourde dans l'industrie, puis on devrait voir ça apparaître de plus en plus, puis peut-être même directement un jour supporté par Microsoft dans le framework. Ouais, je veux dire, c'est moi ce qui m'avait intéressé surtout par PostSharp, c'est que c'était leur façon d'approcher le problème qui était différente. Ça a cause des avantages, ça cause des problèmes. Ça te force pas à utiliser des interfaces, par exemple. Ça te force pas à avoir du code découplé. Mais pas nécessairement tout ton code a besoin d'être découplé, donc c'est pour ça que je trouvais que PostSharp apportait une facette très intéressante au problème. Ben, de toute façon, ça n'aura pas de sens qu'on veuille mettre des interfaces devant chacun de nos objets, parce qu'il y a des objets qui doivent être des bons amis et collaborer très étroitement. Puis ça serait probablement une mauvaise pratique de vouloir tout isoler avec des interfaces. Et c'est là que l'approche par aspect est quand même très intéressante. Et c'est pourquoi j'avais gardé un œil sur le projet. J'ai pas regardé la version 2.0. Je crois qu'elle a été lancée il y a 2-3 semaines. Donc, j'ai pas eu le temps de remettre les mains à la pâte. Et j'ai pas eu le temps de demander à Eric de réessayer ce fichier de 45 000. Mais tu disais que le modèle que la compagnie utilise pour mettre ce produit-là sur le marché, là, t'as pas le code source, mais le produit est gratuit. Le produit est gratuit. Est-ce qu'il doit sûrement avoir une version payante? Une version payante, mais ça, c'est seulement si tu veux packager PostSharp dans un de tes produits. Ah, OK. Si tu veux packager PostSharp, l'installateur dans un de tes produits, parce que tu fais un produit qui fait du AOP, mais tu veux en même temps le vendre et inclure PostSharp dans l'installation, là, tu dois payer. Ah, OK. Mais sinon, si tu fais une application d'entreprise, même si tu déploies les DLL de PostSharp, c'est pas un problème. C'est question de fournir tout l'outil au grand complet pour la revente. OK. Parfait. 4e produit, MSpec. Donc, à quoi ça sert, ça, MSpec? On va tomber encore aussi dans un aspect un peu théorique. Spécification, peut-être? Machine Specification. Machine Specification. Ouais, c'est un outil qui a été développé par Aaron Jensen. Je me gagne peut-être son nom. C'est un outil qui sert à faire des tests dans un type de développement de BDD. Qu'est-ce que tu faisais par BDD? Behavior Driven Development. Encore là, je pense qu'il va falloir qu'on explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc, du développement piloté par les comportements. Oui, ça permet le but de ça, c'est finalement de pouvoir écrire les tests comme des spécifications. TDD, le Test Driven Development permettait de dire on va faire un développement avec test en premier qui va driver notre design. BDD est une suite logique aux tests TDD. Et MSpec finalement permet d'avoir par la syntaxe de faciliter tout ça. Donc, est-ce que je comprends bien? Si je suis ce que tu dis, les gens qui faisaient la promotion de développer des tests en premier, la raison principale pourquoi ils faisaient cette promotion-là, c'est que ça te donne un design beaucoup mieux, parce que vu que tu te préoccupes des tests, tu te rends compte rapidement de tous les problèmes que tu peux avoir dans ton contrat. Et à un moment donné, le monde qui a regardé ça, il dit, c'est plus vraiment du test, que je suis plus piloté par les tests, je suis beaucoup plus piloté par le comportement, le behavior de l'application. Donc, il y a des gens qui se sont dit, moi, là, ce que j'aimerais mieux, c'est plus faire du TDD, mais faire du BDD. Les deux peuvent coexister. Ce que les programmeurs, la majorité du temps, que j'ai vu que, surtout sur leur blog, c'est que une personne que j'ai vue, je me rappelle plus son nom, avait commenté en disant que BDD, c'est TDD avant que je sache tout ce que je devrais bien faire. Donc,
il applique déjà toutes les bons, les portes sont déjà ouvertes pour toi plutôt qu'à toi de les découvrir. L'écriture des specs pour un logiciel, c'est quand même très important, puis il faut que tu aies une bonne visibilité. TDD permettait pas vraiment de faire ça, c'était très 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 focusé sur le code et le design de ton code. BDD donne une focus un petit peu plus côté business, dans le sens que on va écrire les behaviors comme on les veut, et ça va nous permettre ensuite d'implémenter le code autour de ces behaviors-là. Ça peut ressembler à quoi? J'ai amené des exemples de code, mais ça, c'est... mais, premièrement, l'outil est très jeune. Je veux dire, c'est en version 0.2. Donc, c'est plus que bêta. Puis le dernier changement qu'il a fait de 0.1 à 0.2... Mais ça ressemble à quoi l'outil? C'est quoi l'expérience utilisateur d'utiliser MSpec? C'est-tu comme si tu serais en train d'utiliser un framework de test ou... Ouais. C'est l'équivalent d'utiliser un framework de test de type NUnit ou XUnit. La différence, c'est que on se retrouve avec une syntaxe qui est donc les mots-clés sont pas les mêmes, là. Est-ce que tu crées un test class? Oui, t'as encore les public class, t'as encore toutes tes méthodes, mais dans ce cas-là, ils disent on n'écrira pas private sur les propriétés. Parce que private, c'est du noise pour rien. C'est inspiré beaucoup, en fait, de RSpec, de Ruby. Ouais. Et vu que Ruby, c'est un langage dynamique, C# c'est un langage qui est plus statique au niveau du code, ils ont essayé de ramener la syntaxe de MSpec, de RSpec vers MSpec. Mais ça veut dire quoi? Parce que là, aujourd'hui, si je prends, par exemple, un framework de test, que ce soit MSTest ou NUnit, habituellement, ce que je fais, c'est que j'écris un test. Je vais donner un nom significatif à mon test. Puis là, j'ai toujours les 3 étapes. Je prépare, j'exécute le test, puis j'assert. Qui, normalement, je suis prêt à parier qu'il y a des commentaires avant le arrange, act, assert. Souvent, on fait ça juste pour que ça soit plus clair qu'est-ce que je suis en train de faire. Comme tu as dit en anglais, arrange, donc la préparation. Check, donc je fais le test. Et j'assert, donc je valide que le comportement attendu est bon. Là, c'est différent? MSpec utilise ça un petit peu différemment. Eux, ils ont déjà des classes qui vont être définies pour ces 3 étapes-là. Ils vont établir un contexte. Ensuite, ils vont établir les conditions initiales. Et ensuite, ils vont déterminer que tout ça doit être vrai. Avec l'utilisation, par exemple, de because of, tout ça va devenir une... Donc, tu as comme des nouveaux mots-clés dans ton test? Ça ressemble à des mots-clés, mais c'est des classes. Puis c'est l'utilisation spéciale des classes avec la syntaxe 3.5 qui fait que ça se lit un peu comme un texte. Donc, il y a tout un ensemble de classes qu'on a créé pour toi. Une classe qui s'appelle because, tout ça, que toi, tu vas utiliser. Mais quand tu vas utiliser ça, c'est comme si tu écrirais un peu ta spécification... Directement dans le code. Directement dans le code, puis donc ça devient exécutable. Tu es capable d'exécuter ça, puis il va parce que c'est du code en arrière, c'est une classe because, puis lui, il sait comment prendre les paramètres et tout, puis elle s'exécute. Oui. Donc, un exemple de spécification, ça ressemblait à quoi parce que si ça se lit, est-ce qu'on peut se faire un exemple un peu pour voir une idée? D'un exemple que j'ai amené, eux, ce qu'ils montraient, c'était un transfert d'argent entre 2 comptes. Donc, eux autres, ils disaient establish context. Le contexte en tant que tel est une lambda, donc est un delegate. Et dans le delegate, ils vont établir ils vont créer les nouveaux comptes. Donc, ils vont faire new account avec la balance. Et maintenant, tu te retrouves, disons, avec 2 comptes avec, par exemple, $20 dans chaque compte. Une fois que le contexte est établi, ils vont utiliser because of, qui est aussi un lambda, et qui vont l'initialiser en disant le from account. On va transférer, disons, $1 dans l'autre compte. Et ensuite, tu vas dire it. C'est là que les asserts vont commencer. Les it, c'est l'équivalent des asserts. It, IT? Ouais, it, le mot anglais. Because, parce que j'essaie de voir là. Donc, ils disent because of, parce que, ou parce que telle affaire. Puis là, là, tu à cause du transfert d'argent, it, c'est it should debit from the account by the amount transferred. C'est l'équivalent de l'écrire directement dans ta variable, tout séparé par des underscores, d'écrire le texte de ton assert finalement, sans avoir à nécessairement taguer ou à mettre un string de description et tout ça. Tout est dans le nom de la variable, et ça permet de mettre ton assert directement là. Quand tu l'initialises pas, ça va être considéré comme étant non implémenté. Si tu l'initialises, le test ces hits-là vont être exécutés,
Et si ça réussit, ça va donner un test qui passe. Si ça échoue, ça va donner un test qui fail. Donc là, si je te suis bien à quelque part, en utilisant la capacité de créer quasiment son propre langage en se créant des classes, Oui. on essaie de créer un langage qui va te permettre de pouvoir spécifier le comportement attendu. Oui. Puis, pour que ça soit plus dans une philosophie que je suis en train de faire mes spécifications de ma machine, ou en tout cas de mon programme, de ma classe, quand je construis. Est-ce que je résume bien ou? Ouais, mais ce que j'ai vu principalement sur MSpec, ce qui va être intéressant, ça va de pouvoir écrire toutes tes spécifications à l'avance. Parce que les tests vont quand même passer, mais vont être marqués comme étant non implémentés. Donc, tu vas pouvoir implémenter toutes tes spécifications directement dans le code, sans trop écrire de code immédiatement au départ, et pouvoir juste établir. Mais habituellement, quand on parle de spécifications, souvent, elles sont peut-être dans les yeux de l'utilisateur final. Oui. Souvent, tu sais, les gens on va avoir une prochaine émission là, sur les spécifications exécutables, les gens qui font cette promotion-là, ils vont dire, l'utilisateur final peut quasiment écrire ses spécifications, puis ça devient des tests qu'on roule. C'est-tu dans cette vision-là que les autres disent ça aussi? Ben, c'est un peu pour ça que la syntaxe est bizarre et que les mots-clés, because, it, establish, c'est pas vraiment des classes qu'on va définir normalement. C'est que la façon qu'MSpec va fonctionner au niveau du test runner, c'est que il va regarder les noms de variables. Il va remplacer, par exemple, tous les underscores par des espaces. Ils vont en faire des phrases. Donc, quand tes spécifications exécutables vont être lancées, tu verras pas juste 10 tests avec succès, 0 test qui a échoué. Tu vas pouvoir littéralement lire toutes les spécifications basées sur un contexte et tu vas pouvoir littéralement lire comme un livre finalement pour toutes les spécifications que tu as écrites. Mais ça, c'est quand tu roules le test. Oui, quand le test Sauf est roulé. que pour écrire le test, faut que tu comprennes quand même framework de test, tout ça. Donc, ça s'adresse probablement pas à l'utilisateur. Non, non, mais c'est déjà comme c'est une approche qui est différente que moi j'ai trouvé extrêmement prometteuse. C'est sûr que les limites au niveau de C#, je pourrais écrire nos ça tests, serait plus facile avec des langages dynamiques probablement. Fort probablement parce que ça a été implémenté à partir d'RSpec. Donc Ruby est extrêmement dynamique là-dessus. Donc pour amener ça vers C#, il a fallu faire les concessions. Mais ça pourrait peut-être être une bonne raison. Tu sais, souvent on se dit pourquoi apprendre les langages dynamiques. Puis, à mon avis, c'est pour justement répondre à des besoins comme ça. Ou là, est-ce que là, tu pourrais dire, regarde, j'ai écrit ça en Ruby parce que c'est vraiment plus simple. Mais est-ce que le langage qu'il faut que tu testes, est-ce qu'il faut qu'il soit dynamique? Non, c'est MSpec a été fait avec C# 3.5. Donc on parle même pas de langage dynamique, on parle pas de composantes externes à installer, c'est juste la DLL de MSpec. L'installation est encore un peu glitchy. Oui, parce que tu disais c'est la version 0.2 là. 0.2. 0.2. Okay. Ouais, c'est encore dans sa spécification quelque part. Comme ça commence à approcher de la fin de ma liste, ça commence à être aussi des outils que j'ai pas encore utilisés. Mais c'est peut-être un outil à surveiller. Oui, c'est un outil extrêmement intéressant que moi je garde sur ma liste. Je surveillais de très proche qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça parce que. Est-ce qu'on a le code source? Code source est disponible sur GitHub. Okay. Donc il fait aussi des drops. Donc pour le code source, faut être un petit peu connaissant en Git par exemple. Donc mais je vais vous laisser un lien. Ce que je veux dire, c'est un produit open source où où le code source est disponible. Sauf que il présume que ton gestionnaire code source va être Git, ce qui est peut-être encore là, pas toute la planète qui travaille avec Git aujourd'hui. Non, mais ça nous amène à parler peut-être de ton 5e produit qui est maintenant à ton radar, mais là on parle pas d'une nouveauté, quelque chose qui est apparu hier. Spring.net. Spring, ça fait plusieurs années que ça existe. En Java, j'ai même pas regardé la date de création parce que je pense que ça c'est un framework qui existait originalement en Java. Ouais. Et là, il était porté vers .NET, donc d'où Spring.net. Il a été porté, je pense, déjà depuis, je crois, quelques années. Ouais, ils vont progressivement, ils rajoutent des fonctionnalités à chaque release. Ils sont rendus, je crois, en version 1.3 pour le RC et 1.2 pour la stable, la version stable. Et ça vient tout juste de rentrer sur mon radar. C'est quelques semaines au maximum. Juste pour information, l'architecte de Spring.net, c'est un bon ami avec qui on se retrouve toujours à TechEd comme conférencier. Les discussions sur... Pas Monsieur Ted Neward? Non, c'est Pollack. Parce que lui, il parlait entre autres de architecture refactoring, puis moi avec mes histoires de test-driven architecture. En tout cas, on a des bonnes discussions.
Puis, en tout cas, c'est des gens qui ont une réflexion, une compréhension des problématiques de développement logiciel. Ils comprennent c'est pas des frameworks qui existent depuis qui ont apparu sur un coin de table hier. Là. C'est vraiment des choses qui sont bien bâties et tout. Ben, c'est que Spring, ça fait un bout que ça existe en Java. Ça fait longtemps qu'ils ont Java. J'ai pas la date de création de Java, mais ça fait très longtemps qu'ils ont travaillé sur des problématiques logicielles. Puis ceux qui ont créé Spring avaient vraiment des problèmes. Je crois que c'était avec EJB3. La raison pour laquelle que Spring est né, finalement, EJB3 a donné beaucoup d'enfants, en fait. JBoss et compagnie. Ouais, en fait, tout ce qui réglait Mais juste, on place un peu l'histoire. À l'origine, le framework a commencé par supporter la capacité de faire de l'injection de dépendance. Oui, première problématique. Mais très rapidement, le framework a évolué pour supporter l'injection d'aspects. Donc, la AOP. La raison pourquoi Spring m'intéresse énormément, c'est justement parce qu'il est capable de ramener l'injection de dépendance, l'AOP. Il y a d'autres composantes qui ont à l'intérieur aussi, incluant validation, le caching. Ils ont des systèmes pour les transactions, que ça peut être remplaçable. Oui, parce que c'est un framework, il y a un ensemble de classes déjà fait pour toi aussi. Ce qui est super intéressant dans Spring, que je trouve qu'il manque peut-être au niveau du framework.NET, c'est que tout est remplaçable. Mais littéralement, tout est remplaçable parce que tout fonctionne par interface. Ils forcent à peu près tout dans le système à fonctionner par interface, parce que sinon, leur IOC peuvent pas marcher. Et leur AOP fonctionne, quand ça roule dans le système de Spring, ça fonctionne aussi par les interfaces. Donc, ils forcent énormément les interfaces pour transmettre les informations. Et donc, si tu veux pouvoir travailler comme du monde, avec Spring, tu es obligé d'une certaine façon d'avoir un découplage au niveau de tes classes. Certains découplages forcent d'une certaine façon au moins une baseline au niveau de la qualité de ton code. Je dis pas que le code va être parfait à chaque fois pour tout le monde, mais au moins, ça t'oriente dans une bonne direction. Là. Sauf que il y a un commentaire, des fois, des gens me donnaient sur Spring, c'est dans la mesure où il te fournit une très bonne fondation. C'est toujours la question, quelle est la première fondation sur laquelle tout s'appuie? Puis Spring, à quelque part, c'est sûr que bon, il y a le framework.net en dessous, mais il se perçoit beaucoup comme je vais être la première fondation sur laquelle tout le reste du monde va venir s'appuyer. Ouais. Puis ça, c'est un peu un commentaire des fois qu'il y a des gens qui disent oh moi j'aime pas ça, j'aimerais mieux que ça soit plus agnostique, mais d'un autre côté, tu peux pas avoir toutes ces fonctionnalités là puis pas te commettre à quelque part. Ben c'est un peu comme dire de ouais mais je voulais ASP.NET mais je voulais pas tout le membership, je voulais pas ci, je voulais pas ça. D'une certaine façon, ils sont obligés de rentrer ça quelque part. La seule différence, c'est que au niveau de Microsoft, c'est surtout les implémentations de classes qui ont été présentées comme étant publiques au lieu des interfaces. Spring le fait d'une autre façon. C'est une vision différente des choses que je trouve que voir le projet Spring te permet de comprendre pourquoi certaines décisions architecturales ont été faites au niveau de Spring. Si ça améliore pas le framework.NET, au moins ça peut peut-être améliorer nos applications à nous pour comprendre c'est quoi les avantages de fonctionner par interface. Ça m'amène, c'est vraiment une préoccupation très profonde chez toi. Travailler avec des interfaces, pas avec des classes concrètes. Je pourrais pas te poser cette question-là parce que je comprends pourquoi, mais je vais faire un peu la personne novice. Pourquoi les interfaces? Qu'est-ce que ça me donne comme bénéfice? C'est un paquet de troubles. C'est bien plus facile de faire new XYZ que d'avoir une interface après ça. Donc, c'est quoi le bénéfice le bénéfice tellement criant que si on dit ça, je garde, voici pourquoi tu voudrais travailler avec des interfaces. Le plus criant pour moi, c'est le low coupling que tu peux avoir, que tu peux atteindre avec les interfaces. Il y a plusieurs avantages de travailler avec des interfaces, mais pour moi, une chose qui est vraiment importante, c'est que tu casses le couplage. Ouais, tu casses le couplage. C'est que t'as une classe qui fait les choses bien, mais qui ne fait qu'une chose. Si tu as besoin d'autre chose, tu le passes en paramètre, tu le passes en injection de dépendance. Et encore là, si tu fonctionnes par des interfaces, il y a pas de couplage entre la dépendance que tu as injectée et la classe qui utilise la dépendance. Donc, ça te permet, à quelque part, si je te comprends bien, puisque tu vas décider lesquelles des classes que tu mets des interfaces, parce que tu feras pas des interfaces sur tout, les classes concrètes avec lesquelles tu collabores, c'est habituellement, toi, comme par architecture, tu vas dire, c'est normal, ces classes-là sont proches, ils doivent être ensemble. Mais dès que je définis une interface et je considère que ces classes-là sont éloignées, c'est des classes sur lesquelles je devrais pas être dépendant,
fortement dépendant. Je veux mettre une interface parce que je veux casser le couplage. Exactement. Donc, juste en regardant le code, on peut rapidement comprendre tes intentions d'architecture. C'est-à-dire que, par exemple, tout le logging, pour toi, ça doit être des interfaces. C'est-à-dire, mon logging, là, c'est pas proche de ma classe client. Par Exactement. contre, peut-être que ma classe facture, elle va être concrète, puis le client travaille avec une facture parce que je le perçois comme étant deux classes qui doivent collaborer très étroitement et j'ai pas senti le besoin de les isoler. Mais tout ce qui doit être isolé, je les isole avec des interfaces. Si on peut peut-être apporter quelque chose de visuel pour les auditeurs, c'est voir ça comme des bulles. Quand tu travailles dans la même bulle, un couplage plus proche est quand même pas nécessairement mauvais. Dans le cas de la bulle qu'on parle, c'est le domaine d'affaires. Donc un client, une facture, ceux-là, ils ont besoin de se connaître entre eux autres parce que ils ont pas le choix. C'est peut-être pas dramatique que tu n'aies pas d'interface qui soit concrète parce que, premièrement, les coûts de performance sont pas si grands. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, ça se peut que dans ton domaine d'affaires, tu aies des interfaces parce qu'il y a peut-être différentes autres bulles dans ton domaine d'affaires qui nécessitent peut-être c'est vrai, tu différentes peux découper stratégies. ton domaine d'affaires en 4-5 bulles, mais à un moment donné, chaque bulle, les classes vont être très concrètes et s'y connaissent bien. Voilà. Et ensuite, quand tu regardes le modèle d'affaires, par exemple, et ton service de persistance, c'est 2 bulles. Et qu'est-ce qui est important, c'est que les 2 bulles n'en fassent pas que juste une seule. Parce que quand tu as juste une bulle, après ça, c'est là que ça commence à devenir du problème. Le but des interfaces, c'est d'établir une communication entre 2 bulles, puis de dire, on va se parler, mais on va se parler juste par cette interface-là. Puis quand on va se parler, on va comprendre exactement ce qu'on dit. Puis si la bulle s'en va à un moment donné, parce que, je sais pas, le client change de SQL Server 2005 pour Oracle ou décide même de sauvegarder ses fichiers dans un flat file, ça dérangera pas ton modèle d'affaires. Tout ton modèle d'affaires reste valide et ça permet de garder toute la qualité de ton code, tout le travail que tu as fait sur ton code. Je pense que tu viens très bien décrire là, le bénéfice, l'interface. Là. Puis là, les bulles, c'est ça que tu vas, à un moment donné, quand toi, tu dépends d'une autre bulle, tu vas la moquer, cette bulle-là, en utilisant des frameworks comme MoQ. Quand on retourne aux premiers outils, MoQ, ça permet de dire, regarde, la bulle, là, c'est moi, c'est MoQ, c'est un mock. Puis quand tu vas m'envoyer 1, ben moi, je vais te générer une erreur. Ou quand tu vas m'envoyer 0, ça va donner ça. Puis ça, donc, c'est tu te simple, concentres mais à tester les classes qui sont dans ta bulle à toi. Puis toutes les autres bulles à côté, tu vas travailler avec des mocks parce que ceux-là, tu veux être sûr à 100% de leur comportement qu'ils vont te faire pour être en mesure de tester adéquatement ce que tu veux faire. C'est un peu ce qu'on appelle du black box testing, c'est que tu veux tester les edge cases sur qu'est-ce qui peut arriver. Puis certains edge cases sont extrêmement difficiles à reproduire, comme qu'on parlait avant le podcast. Des fois, ça pourrait être aussi, tu es dans le contexte où il y a une grande équipe de développement. En fait, il y a plusieurs équipes dans l'équipe et tel bout est pas prêt encore, donc tu peux te servir d'un mock là justement pour avancer un peu. Oui, parce que c'est un des avantages du mocking entre autres, c'est que si le système n'est pas encore là, tu définis une interface. Et ensuite, si l'interface a être complémentée, elle sera complémentée, mais au moins tu peux continuer à travailler sans nécessairement... Mais là, Maxime, tu sais que, bon, on approche de la fin de l'émission, à la fin, je vais te demander si c'est un livre, un podcast, mais avant d'aller là, peut-être une dernière affaire, j'aime ça toujours étirer le plaisir. Là, j'étais un peu curieux. Toi, là, t'es reconnu à Montréal comme quelqu'un qui connaît plutôt bien la plateforme SharePoint, t'es même, on pourrait dire, un expert SharePoint. Comment ça se fait? Quelqu'un qui fait du SharePoint, la plateforme qui est pas moquable pantoute, qui n'a que des classes concrètes. La moins flexible. Comment ça se fait quelqu'un qui fait du développement sur cette plateforme, qui a toutes ces faiblesses-là, se retrouve à avoir tellement d'intérêt vers ça? C'est-tu parce que t'as tellement souffert avant du SharePoint que tu dis, ailleurs, je vais au moins, quand je vais travailler avec d'autres plateformes, sur la plateforme .NET native, je vais m'arranger pour pas avoir ça? Quand j'ai commencé dans le début de ma carrière, c'était vraiment la programmation cowboy. Donc c'était du code qui était mal fait, qui était... Tu dégainais vite puis tu tirais. Oh ouais, ça marchait. Ça marchait, mais par exemple... ça compile, on ship. Mais ça coûtait cher à maintenir. C'était compile, on ship. Est-ce qu'un jour, on t'a demandé de maintenir ce que tu avais développé, puis tu t'es dit, oh, plus jamais je vais développer comme ça? Exactement. C'est des choses comme ça qui m'ont fait à un moment donné réaliser que il faut avoir une certaine rigueur au niveau de notre code, il faut qu'il y ait du découplage. C'est là que je me suis énormément intéressé à les bonnes pratiques.
J'ai été amené à travailler avec SharePoint. Il est possible d'avoir des bonnes pratiques Mais de là, tu développement n'utilises pas MoQ avec SharePoint. C'est presque impossible. Tu utilises quoi, TypeMock Isolator? TypeMock Isolator for SharePoint. Ils ont un produit spécifiquement à part pour ça. C'est bien sûr. C'est le seul outil. Oui, parce qu'il doit faire pas mal d'argent parce que c'est à peu près un des rares qui supporte... En fait, TypeMock, c'est le seul outil de mocking qui a vraiment un patent au cœur de ça qui peut pas être reproduisable. Donc, c'est vraiment le seul outil qui peut mocker SharePoint en ce moment. En utilisant quelque chose d'assez arcane qui était qui ont parlé au début du framework. Ça permet de faire de l'interception au niveau du runtime directement. C'est quelque chose de très, 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 très près du métal que Microsoft avait rendu disponible à un certain point. Ils ont patenté leur technologie là-dessus. Puis c'est maintenant le seul outil qui peut faire du mocking SharePoint. Ils vont sûrement faire la promotion pour Microsoft. Restez avec des classes concrètes. On fait de l'argent. Continuez avec des classes concrètes. Le reste de la population que leur disait Microsoft, hey, réveillez-vous, travaillez avec des interfaces. Puis on voit que le niveau, maintenant, de tout ce qui est, en tout cas, les nouveaux frameworks, les nouvelles choses que Microsoft travaille, c'est de plus en plus. Ça va être intéressant de voir avec 2010 si avec SharePoint 2010 ça a changé. Moi, j'ai vu qu'il y a vraiment un mouvement qui arrive avec Microsoft, une grande ouverture pour l'open source, le développement du framework MVC. Moi, j'ai pas eu le temps de tout rincer d'un bord à l'autre en explorant tout le framework. Je vais quand même le présenter au Tech Days, donc je l'ai quand même vu. Mais jusqu'à présent, je suis impressionné. Ils ont comme beaucoup fait d'un bon travail dessus. On pourra toujours commenter, je veux dire, les discussions d'architecture. On en a aujourd'hui, on va en avoir demain encore. Et ce qui est convenable aujourd'hui ne sera plus convenable demain. Là. Mm-hmm. Où il arrive toujours à un moment donné une prise de conscience par la communauté, à un moment donné que on a essayé ça, puis c'était un peu un coup de sac. Voici la nouvelle façon. Entre autres, les frameworks de mock, c'est un peu ça. On essaie une chose, puis à chaque année, t'as comme la saveur du jour. Là, maintenant, on est beaucoup sur les approches à la MoQ avec en utilisant les extension methods. Mais qui nous dit qu'avec le framework 4.0, il y aura pas une nouvelle façon, puis là, ils vont faire comme non, oubliez ça, c'est plus comme ça, c'est ça la façon de faire du mocking. Ben c'est ça, c'est que Microsoft pourra pas toujours s'adapter à 100% pour ça. Ça pourquoi j'ai trouvé que le fait qu'ils introduisent jQuery dans le SP.NET MVC, c'est un mouvement assez audacieux, mais qui risque de satisfaire énormément de monde parce qu'il laisse la flexibilité à la communauté pour vous dire si on a pris ou non les bonnes décisions. Je dis pas que c'est une déresponsabilisation de Microsoft, mais juste que Microsoft affirme que la communauté open source est là, qu'on fait des bonnes choses et que ça fonctionne. Mm-hmm. Écoute, en terminant, un livre, un blog, quelque chose à suggérer aux auditeurs. Moi, ma lecture de l'année, ça a été Clean Code de Robert C. Martin. C'est un gars énorme au niveau du monde Java et des autres langages un petit peu plus open source. C'est un livre que j'ai savouré du cover to cover. Il faut encore que je ramène le livre. Eric a pas fini de le lire. Il est encore en train de les échos comme moi j'ai, c'est que les gens parlent de ce livre-là, Clean Code, comme étant un livre qui va être aussi important qu'a été les livres Code Complete. C'est un peu l'équivalent de Code Complete, mais avec un discours agile de bout en bout, là. Ouais, on peut faire des rapprochements entre Clean Code et Code Complete, mais Robert C. Martin va beaucoup se focusser sur ce qu'on appelle les code smell. Mm-hmm. Il va dire que Est-ce qu'il retraite dans ce livre-là? J'ai pas encore la chance de le regarder. Est-ce qu'il retraite de Solid, les fameux principes ou il va toucher aux principes, mais c'est pas le cas de son livre parce qu'il y a un autre livre qui c'est pas Solid, on parle de Solid puis on vous montre des exemples. Le but c'est vraiment de focuser sur le code propre, le naming pour les variables, pour les classes. Il va te montrer une classe avec juste des I, des K, des L, des M, puis il va te montrer une classe avec toutes des noms qui sont lisibles, et il va dire qu'est-ce que t'en penses. Ouais. Est-ce que pour toi, est-ce que la première version ou la deuxième version t'aimerais voir quand tu vas maintenir du code? Puis c'est beaucoup des prises de conscience que tu vas prendre au fur et à mesure de la lecture, et je le recommande vraiment à tout le monde. Donc à quelque part, beaucoup de similitudes avec le livre Code Complete. McConnell, non? Oui, Steve McConnell. Steve McConnell. Ben écoute, nous on te remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fortement apprécié. Guy, on fait la pause, nous, puis on va faire les actualités. Oui. Guy, les actualités.
Hey Mario, une petite semaine, des petits produits qui ont été lancés cette semaine. Une grosse semaine. Ben oui, une grosse semaine. Pour Ben les noms. Écoute, lundi, Microsoft a annoncé le lancement du bêta 2 de Visual Studio 2010 et du Framework 4.0. Donc, la version bêta est maintenant disponible. Bêta 2, donc on parle vraiment d'une version, écoute, il y a des licences Go Live même. Stable, là, avec un Go Live. Ça veut dire que c'est les feature sets est gelé. Et c'est assez solide pour Microsoft pour dire... C'est bon l'imprimante, là. Allez-y. Ouais, c'est en plein ça. Allez-y, vous pouvez mettre... En fait, c'est quoi une licence Go Live? C'est que Microsoft, même si c'est pas une version finale, vous donne la permission d'y aller en production avec cette version-là. Et Microsoft a aussi annoncé la date de lancement de Visual Studio 2010. Ils ont fait plus que ça. Allons-y pour la date. On sait que la date... Le 22 mars 2010. Mais ça, là, juste une nuance. Hein. Ça veut dire que le gros party, c'est le 22 mars. Là. C'est-à-dire qu'ils ont déjà réservé le lancement officiel. Mais on se souvient que au lancement officiel de 2008, le produit SQL, lui, a sorti quasiment 6 mois plus tard. et le produit BizStar, en tout cas... donc c'était marketing, ça, là. Donc, ici aussi, là, on sent, peut-être qu'il va arriver un mois avant, peut-être qu'il va arriver un mois après. Non. Ça, c'est le lancement. En fait, c'est pas un lancement conjoint comme en 2005. En 2005, il avait lancé 3 produits en même temps. OK? Au niveau marketing. Il avait lancé Visual Studio 2005, SQL 2005, puis BizTalk. Mais SQL était pas prêt, puis le produit a été retardé. C'était un lancement marketing à l'époque. Là, ici, on parle d'un lancement du produit le 22 mars. Ouais, en tout cas, c'est sûr, pour être assez proche, nous, des équipes, on sait que c'est dans ces dates-là. Là. Ça attirera pas tant que ça, mais peut-être que ça peut être pas forcément le 22 mars que le RTM va être relâché puis qu'on va pouvoir aller chercher sur MSDN. C'est ce qu'on verra. Peut-être que ça va être un mois avant, on sait pas. Hein? Bon. Mais tout ça, moi, la grosse nouvelle là-dedans, Guy, puis là, t'en as pas glissé un mot, c'est que Microsoft nous annonce aussi en même temps que un nouveau logo pour Visual Studio 2010, un nouveau site MSDN, un nouveau modèle pour positionner le produit, et la disparition même de la différenciation entre Visual Studio de base et Visual Studio Team System. En fait, le nom marketing Team System disparaît. C'est maintenant Visual Studio. Donc, tous les outils ALM qu'on retrouve dans Team System, le produit, se retrouvent maintenant dans Visual Studio. Dans toutes les versions de Visual Studio, sauf la Express gratuite. Oui, puis le standard disparaît. Donc, c'est une démocratisation un peu des outils ALM. Tu sais que tu me disais que tu n'avais jamais travaillé avec SourceSafe, mais tu pourras jamais travailler avec SourceSafe parce que SourceSafe sera plus SourceSafe va mourir. Ça sera plus c'est TFS qui va être par défaut. Je connais des administrateurs de bases de données qui vont être plus qu'heureux de travailler avec ça. Parce que TFS en dessous, c'est SQL Server qui gère les codes sources. Oui. Un vrai système pour adultes. En tout cas, on pourrait en parler là pendant 1 heure là, tellement qu'il y a des changements au niveau des SKU, des produits, tout ça. On pourra peut-être. Oui, c'est sûr que nous, on veut juste dire qu'on est au courant. On est plus qu'au courant. C'est public là. C'est public. C'est public. L'information est publique. Moi, personnellement, ce que je peux juste dire, c'est T-System est mort, vive Visual Studio, c'est-à-dire que le message devient beaucoup plus clair. Tu sais, si tu veux faire du développement, le modèle il est simple, c'est que tu fais du développement avec les paradigmes de l'an 2000 de développement, c'est-à-dire un private workspace, gestion de code source, intégration continue, en tout cas un build server, et on oublie le modèle où est-ce que tu développes en partageant des ressources sur des serveurs, tu sais, le modèle où est-ce que tout le monde se branche à ton SharePoint, ou tout le monde se branche à BD. Ça scale pas ces affaires-là, c'est bon à rien. Hey Mario. Je suis parti, je sais. En parlant de SharePoint, la même journée, lundi de la semaine dernière, il y avait la grosse conférence. Il y avait la conférence SharePoint à Las Vegas, si je me souviens bien. Et évidemment, Microsoft a annoncé la sortie bientôt de SharePoint 2010. Donc tout le produit serveur 2010, il y a eu un buzz énorme. Je pense que la conférence était sold out, plus de 7000 personnes. Écoute, mon confrère de bureau à la caisse, qui lui travaille chez CGI, il était à la conférence et comme on dit, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Tout ça pour dire que quand tu vas dans une conférence, t'as toujours la partie technique, mais t'as aussi la partie plaisir et
Bon, parlons de la partie technique. J'ai entendu qu'il y avait l'intégration avec les engins de recherche qui va être revampé, par exemple, dans SharePoint. Écoute, 2010. c'est assez compliqué parce que là, il y a à peu près 11 produits dans la ligne SharePoint là maintenant. Là. Il y a des. On voit que l'équipe marketing s'est mis là-dedans. Il y a de l'argent à faire avec SharePoint. Oh, oui, il y a le buzz là-dedans. En fait, mais faire sa part, SharePoint, je lisais en quelque part là, ça génère là une partie importante des revenus là, 1 milliard là, de revenus. Je sais pas Quand tu as de la misère à convaincre des compagnies de migrer ton OS, parce qu'on sait que la migration d'XP vers Vista n'a pas marché, puis que là, tu espères que Windows 7 va te générer de l'argent, mais que d'un autre côté, tu regardes, tu dis, hey, SharePoint, c'est une vache à lait, ça. Ton équipe marketing s'est dit, bon, on va essayer de tirer le maximum de plus de lait possible de notre vache. En tout cas, il y a des produits pour les intranets, il y a des SharePoint pour les extranets, il y a toutes sortes de versions, version de base, version aussi, il y a des outils de recherche. Ouais, là. ça a été intégré. Je sais pas si vous avez suivi les buyouts que Microsoft a fait, mais je pense qu'il y a environ un an et demi, Microsoft a acheté une compagnie qui s'appelait Fast. Ouais. Mais ça sera pas gratuit, là, Non, ça va faire partie du product offering. Je vais laisser les gars de marketing s'occuper de ça. Mais ça va se retrouver dans SharePoint. Ouais. Et dans la même semaine, on a eu la sortie officielle de Windows 7. Ouais, ça c'est la petite nouvelle, hein. Ben là, une petite nouvelle. C'est la sortie grand public, là. J'ai encore Vista, moi, là. Moi, j'ai migré il y a 2 semaines à Windows 7 parce que... Mon Dieu, moi, je suis sur le bêta depuis une je viens de m'acheter un laptop. Non, t'es sur l'officiel, là, toi, là. Non, mais j'étais. Ben là, je commençais, moi aussi, en décembre l'année passée. Oui, je fais partie du projet acheter un ordinateur et obtenir Windows 7 gratuit. Je vais en profite, là, je vais recevoir cette semaine, je crois, mon CD. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la sortie grand public. Donc, les gens qui achètent maintenant un ordinateur pour la maison, un portable pour la maison, je sais pas, chez Future Shop, chez Best Buy, Bureau en gros, là, ils ont la possibilité d'avoir Windows 7 de préinstallé. Dans les grosses organisations, on va prendre la caisse, par exemple, là, un jour ou l'autre, certains vice-présidents vont avoir Windows 7 puis vont dire, c'est bon chez nous, ça devrait être bon dans notre compagnie, ils vont peut-être se dire, il serait temps qu'on planifie une migration d'XP vers... mais c'était ça avec Vista aussi, là. Moi, depuis plusieurs années, j'ai vu seulement une grande entreprise qui avait déployé Vista. Tout le monde était resté sur XP. Parce qu'Orchestra, on était encore on était sur Vista. Je crois qu'il l'était encore, puis ils vont probablement faire un déploiement Windows 7. Les connaissants, c'est du monde qui sont très à jour ces technologies. Ouais, mais là, quand on parle de grande entreprise avec 500 000 postes, mais là, ça, c'est énorme. Ça, c'est autre mais chose. Faut pas oublier que Windows Vista s'était fait dilapider sa place publique par toutes les reviews, puis Gizmodo, Engadget, mais le message, c'est-à-dire migrez pas à Vista, ça va avoir 3 millions de problèmes. Exact. Et là, le message qu'on entend, puis comme moi j'ai vécu, parce que c'est complètement opposé. Non, c'est l'opposé, là. C'est Windows 7, vous devez l'avoir, go, c'est le temps. Moi, ça fait penser, parce que c'est pas la première fois que Microsoft fait des erreurs. On dirait qu'ils répètent toujours le cycle. C'est comme... Souvenez-vous de Windows Me? Oh, mon Dieu. Puis, aujourd'hui, tout le monde parle de Windows XP. Mon bon vieux Windows XP que j'aime tellement. Ouais. À l'époque, quand XP a sorti, c'était comme la façon de réparer Windows Me parce que ça avait été un désastre. Peut-être que dans 5 ans d'ici, tout le monde va dire, Windows 7, quel système d'exploitation? Puis on va leur rappeler, dire, oubliez pas que Windows 7, c'était la façon de réparer Vista qui était... Bon, passons à la communauté.net. OK, donc la prochaine conférence. C'est une conférence d'architecture. Lundi, le 2 novembre, on a quelqu'un de Toronto qui vient spécifiquement de Toronto pour donner cette conférence-là. Bachar Al-Jamal, j'espère que je prononce bien son nom. Oui, tu penses correctement. Sa conférence, c'est Transparent Architecture, a Clear Path of Differentiated Capabilities. Le mot-clé, c'est... parce que Bachar, je connais bien, là, c'est un bon body à moi. Capabilities. Donc, on parle de toutes les contraintes non fonctionnelles qu'on a en architecture. On va penser à scalability, mais la sécurité. Donc, toutes ces choses-là on recoupe nos fameux aspects. Ouais. Mais comment on les adresse quand on fait une architecture? Parce qu'habituellement, c'est pas 1 + 1 s'additionne, c'est 1 est en opposition à l'autre. D'où pourquoi son titre de rendre ça clair, de rendre ça visible. Donc, ça devrait, en tout cas, moi, j'attends avec anxiété cette présentation-là. Donc, lundi, le 2 novembre, c'est en anglais, faut le noter.
Ensuite, mercredi le 11 novembre, on a un thème, Windows 7. On parlait de Windows 7 il y a quelques instants. On a 2 conférences. La première, Éric Moreau va nous parler du Windows API Code Pack pour le framework.net. Ça, c'est finalement si tu veux faire, tu veux dans ton application client-là Windows, tu voudrais tirer parti des nouvelles fonctionnalités du OS. Comme les jump lists, par exemple. Okay. Donc, plein de choses intéressantes au niveau de UI qui se retrouvent dans Windows 7. La vie est drôle, hein, parce que souvenez-vous quand ils ont sorti les premières fois les dialogues open, safe, que tu sais Microsoft les fournissait dans l'OS directement, puis on était tous comme wow! Maintenant quand je vais faire une application, c'était tellement facile parce qu'il fallait moi j'ai connu ça à l'époque, il fallait que tu écrives toi-même tes dialogues pour ouvrir, fermer des fichiers. Ah, mais là aujourd'hui, on parle de ça des jumps, tu sais, c'est comme t'as envie de c'est juste un peu boring genre ouais, me semble que c'est pas là qu'est la game, mais bon, tu sais ça reste quand même. Il reste encore qu'il y a un grand marché pour les applications si WinForm. Puis pas juste WinForm, si tu bâtis. Messieurs, vous rappelez-vous, il y a quelques années, on faisait encore des tris, hein, avec avant .NET, on triait encore manuellement. Ben ouais. Mais aujourd'hui, on s'en plaint plus. Deuxième sujet ce soir-là, Daniel Nuremberg qui fait partie du groupe MidPro, donc la partie IT au niveau de groupe d'usagers à Montréal, va nous parler de Event Tracing. Ça me semble très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'innovation de ce côté-là. C'est en plein ça, exactement. Donc c'est mercredi le 11 novembre et ensuite lundi le 23 novembre. Nous, on va être de retour de la conférence PDC qui aura lieu la semaine précédente. Donc Mario, moi et Étienne Tremblay. Oui, on va vous faire un wrap-up survol. Qu'est-ce nos coups de cœur, nos moins bons coups de cœur. Moi, j'espère juste avoir des coups de cœur parce que quand je regarde à date, là, je me dis, bon, je vais au PDC parce que je manque pas un PDC, puis absolument, il y a des annonces. Mais je regarde ça, puis je suis comme, bon Dieu, il me semble, il va-tu avoir vraiment quelque chose où m'en faire... Le PDC, maintenant, c'est une conférence annuelle. Qui est plus le focus sur l'annonce de nouveautés. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer. En tout cas, lundi le 23 novembre. Nous, Maxime, on te remercie encore. Ben oui, merci. C'était mon plaisir. Puis on revoit nos auditeurs dans 2 semaines. Donc, on parle de quoi? On va parler de spécifications exécutables. Donc, ça va continuer un peu dans. Mais là vraiment plus dans un modèle à la fitness, c'est-à-dire les exigences du client. Là, donc comment faire finalement comment automatiser nos tests d'acceptation, ou en tout cas s'assurer que nos tests d'acceptation soient faciles à faire. Puis en tout cas. Sur ce. À la prochaine. Bonne programmation. Au revoir. Visual Studio Talk Show.